Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus donc, pour assister à cette conférence. Donc, pour cette conférence, je présente Pierre Jacquemot, donc, ancien ambassadeur du Kenya, du Ghana et de la République démocratique du Congo, maître de conférence à Sciences Paris, chercheur à l'IRIS, président du GRET et du groupe Initiative et membre du comité de rédaction d'Afrique contemporaine. Alors, aujourd'hui, il va nous présenter une conférence sur villes et classes moyennes en Afrique subsaharienne. Donc, nous allons voir quelles sont ces classes moyennes, que représentent-elles en Afrique, les impacts donc, qu'elles ont sur l'Afrique subsaharienne. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Jacquemot et bonne conférence à tous. Merci de m'avoir invité pour ce festival. Je suis très impressionné par l'auditoire et en particulier d'avoir en face de moi, juste en face de moi, le meilleur géographe français africaniste. Je dois dire que je suis comme un étudiant présentant son mémoire. Je suis évidemment un petit peu gêné. Voilà, mon exposé va être tout simplement en deux parties. Je vais vous parler de la ville et ensuite, de manière plus détaillée, des classes moyennes en Afrique telles que je les perçois. Mais d'abord, un élément de contexte, ça n'a peut-être pas été suffisamment dit depuis hier, le début de nos travaux. On est globalement quand même dans un contexte de croissance rapide du PIB. Vous voyez sur la colonne de gauche l'augmentation du PIB global de l'Afrique subsaharienne. Ceci étant, les 49 pays de l'Afrique subsaharienne, c'est le PIB, c'est l'équivalent du PIB de la France. Et vous avez des taux de croissance, par ailleurs, qui oscillent depuis 2010 entre 4 et 6%, ce qui est quand même très significatif. Dans cet ordre d'idées, on se félicite d'observer que le taux de pauvreté africain, comme le PIB par tête en Afrique, le taux de pauvreté baisse et le PIB par tête augmente de manière très, très sensible. Je m'arrête tout de suite sur ces considérations parce qu'elles sont largement sujettes à caution, en tout cas à interrogation, quand on sait le peu de fiabilité de la statistique africaine. On a parlé des décennies perdues de l'Afrique pour parler des années 80-90. On peut parler aussi des décennies perdues de la statistique africaine. Je donnerai un seul exemple. J'ai servi un certain nombre d'années en République démocratique du Congo et j'ai dû travailler avec des chiffres et des données démographiques sur la base d'un recensement qui date de 1984. C'est le dernier recensement de la population congolaise. Et ça veut tout simplement dire qu'on ne sait pas exactement combien il y a de Congolais. On ne sait même pas quelle est la population de Kinshasa au million près, ce qui est quand même problématique. Venons-en maintenant à l'urbain, à l'urbanisation, à la croissance urbaine, qui est parallèle à cette dynamique économique que je viens d'évoquer, même si on peut difficilement la préciser, la quantifier avec beaucoup de précision. Je vais simplement vous donner quelques éclairages sur cette dynamique urbaine. La première chose, c'est que la croissance urbaine, la croissance des villes en Afrique est unique dans l'histoire du monde. Il y a peut-être la Corée dans les années 50 qui aurait connu un tel boom de son urbanisation, mais c'est un phénomène qui est réduit à un seul pays. L'Afrique subsaharienne parcourt en quelques décennies un chemin que l'Europe a mis 2 siècles à parcourir. On a donc des taux de croissance tout à fait spectaculaires. Et si on projette cette croissance à l'horizon 2025, par exemple, une ville comme Lagos aura 20 millions d'habitants, une ville comme Kinshasa aura 17 millions d'habitants, et ces 2 mégapoles se situeront parmi les 12 plus grandes villes du monde. Je rappelle qu'en 1960, il n'y avait qu'une seule ville africaine qui avait plus d'1 million d'habitants, qui était Lagos. On est donc dans un processus extrêmement, tout à fait impressionnant, avec 2 remarques toutefois. Là aussi, la statistique urbaine est très défaillante, et même la définition de ce qu'est une ville
n'est pas homogène selon que vous êtes en Tanzanie. 4 définitions en Tanzanie de la ville, au Ghana, au Soudan ou au Sénégal. Est-ce que c'est 2000 habitants? Est-ce que c'est 20 000 habitants? C'est très variable. Donc là aussi, il y a une assez forte imprécision, d'une part. D'autre part, l'autre remarque, c'est que toutes les villes africaines ne croissent pas aussi vite. Plus vous rentrez à l'intérieur du continent, moins la croissance est forte, sauf quelques cas particuliers. La ville de Ouagadougou est un cas tout à fait étonnant d'une croissance urbaine explosive, alors que la ville n'a pas a priori d'atouts, notamment n'a pas de fleuve. Bamako est au bord du fleuve, Niamey est au bord du fleuve, Ouagadougou est au bord d'un barrage, mais en dépit de ce handicap, mais en revanche, un certain nombre de villes de l'intérieur ne connaissent pas des croissances aussi rapides que les villes côtières. Alors, cette croissance urbaine que vous voyez symbolisée sur cette carte est d'abord une croissance des villes du littoral, comme je viens de le dire. C'est très significatif, évidemment, pour une ville comme Dakar, mais c'est encore beaucoup plus significatif pour la conurbation qui va d'Abidjan à Lagos. Et on peut penser que d'ici quelques années, il y aura un continuum d'Abidjan à Lagos, en passant par Accra, Lomé, Cotonou, un continuum urbain à peine séparé par quelques circonstances géographiques qui empêcheraient l'habitat de se faire. On a là donc un héritage, là aussi un héritage colonial, un héritage des comptoirs, mais vous remarquerez qu'il y a quand même un certain nombre de villes de l'intérieur qui connaissent une croissance rapide. C'est le cas de Khartoum, c'est le cas de Nairobi. Nairobi est une ville intéressante, car c'était, au début du siècle dernier, une station de chemin de fer, une étape du chemin de fer qui conduisait vers l'intérieur, en particulier vers l'Ouganda. C'est totalement et définitivement une ville qui n'a pas de passé précolonial, mais qui doit son dynamisme au fait d'avoir été une ville charnière entre Mombasa et l'intérieur du pays. Vous avez également une situation historiquement particulière qui est celle de Johannesburg et de Pretoria, disons ce binôme de villes, qui sont des villes de l'intérieur et qui sont des villes de conquête à une époque de l'histoire de l'Afrique du Sud, des villes de conquête. Addis Abeba aussi, qui connaît une croissance très particulière, sur la ligne de chemin de fer aussi, est un autre exemple de ville de l'intérieur connaissant une très forte croissance, venant nuancer un peu le discours que l'on tient sur littoralisation et une croissance urbaine. Une particularité de ces villes aussi, c'est qu'elles connaissent une ségrégation sociale extrêmement forte en leur sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une population qui vit dans des situations d'une très grande précarité, très, très importante. Ce sont les bidonvilles, ce sont les quartiers précaires, qui portent d'ailleurs parfois des noms très, très symboliques. Il se trouve qu'avec mon organisation, nous travaillons sur la ville de Nouakchott. Le bidonville s'appelle Kébé, qui veut dire déversoir, ou le bidonville s'appelle Gazras, qui veut dire usurper. Et le plus grand bidonville d'Afrique, qui est le bidonville de Kibera, Nairobi, Kibra veut dire vice sauvage. Il y a donc toutes sortes d'appellations très significatives du regard que l'on porte sur ces bidonvilles de taille souvent tout à fait phénoménale. Une des grosses interrogations qu'on a aujourd'hui, c'est que faire de ces quartiers précaires? J'y reviendrai à propos des classes moyennes tout à l'heure, parce qu'il y a une dynamique urbaine liée aussi à l'émergence de ces classes moyennes. Sachez simplement, mais vous le savez très probablement, que la solution pendant très longtemps, ça a été ce qu'on appelle à Dakar le déguerpissement, ce que j'appelle l'urbanisme du bulldozer, consistant tout simplement à déplacer, à renvoyer plus loin, à renvoyer dans une autre périphérie plus loin les habitants de ces quartiers précaires.
Cette démarche qui a prévalu il y a encore une quinzaine d'années est très largement remise en cause, fort heureusement, notamment à l'instigation d'Habitat, qui est l'Organisation des Nations Unies qui est installée à Nairobi, et qui préconise ce qu'on appelle en anglais le slum upgrading, qui consiste à travailler sur le bidonville lui-même, sur le quartier précaire, de façon à améliorer ses conditions d'existence. Ça veut dire amener de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement. Okay, et promouvoir un habitat qui soit adapté aux préoccupations des populations qui vivent sans nécessairement organiser un déplacement, avec des méthodes qui empruntent davantage aujourd'hui à la participation, à la concertation, à l'écoute des populations bénéficiaires. Ce sont des nouvelles démarches qui ne marquent pas nécessairement encore le paysage urbain de beaucoup de villes africaines où ce que j'ai appelé tout à l'heure l'urbanisme du bulldozer a quand même laissé d'importantes traces dans les parcelles assainies ici ou dans les nouveaux quartiers là. Une petite remarque d'ailleurs à propos de l'habitat social, c'est que les études, les enquêtes que nous menons sur le terrain confirment malheureusement un phénomène que l'on connaît par exemple au Maghreb, qui est que toutes les opérations d'habitat social, de promotion de l'habitat ciblées sur les pauvres, en fait rarement, mais très très rarement bénéficient réellement aux pauvres, mais plutôt à la classe moyenne basse. C'est une observation qui a été faite fréquemment sur une ville comme Casablanca, mais qu'on est amené à faire sur un certain nombre d'autres villes. Il y a un effet de détournement de l'objectif pour toute une série de raisons. Et très souvent, il y a une conception de l'habitat social qui n'est pas du tout adaptée aux préoccupations et aux modes de vie des populations qui seraient censées être les premiers bénéficiaires. Une autre image exacte, celle-ci est tout à fait intéressante, de la ville africaine, c'est ce qu'on appelle faussement le secteur informel. C'est une expression que je n'aime pas du tout parce qu'elle ne signifie strictement rien, elle ne donne aucune indication. C'est comme l'appellation organisation non gouvernementale qu'on met quelquefois sur mon organisation. Ça n'a strictement aucun sens, c'est une définition négative. Mais il y a eu, parmi l'un des participants de ce festival, des apports méthodologiques et des apports conceptuels. Je pense à Philippe Hugon qui travaillait sur la petite production marchande urbaine, ou un célèbre aménagiste qui a créé une importante organisation à Dakar, l'ENDA, Jacques Bunico, qui parle de l'économie populaire urbaine. J'aime bien ces concepts parce qu'ils sont des concepts dynamiques qui donnent au moins des indications. L'économie de la ville n'est pas que de la débrouille, c'est une économie de création sur laquelle on peut s'appuyer pour créer de l'emploi et améliorer le sort et améliorer le bien-être des populations. Donc il y a toute cette dynamique qui est derrière la ville africaine, qu'il faut accepter d'aller voir très très concrètement et qui bénéficie, dès lors qu'on s'intéresse à elle, d'une très grande capacité d'adaptation à la crise. Et pour peu qu'on injecte du microcrédit de manière intelligente, de la formation professionnelle, on a tout de suite des retours très, très, très importants. Une des dernières caractéristiques de la ville qui me paraît fondamentale, de la ville africaine, c'est qu'elle est le lieu où le système traditionnel des droits et obligations, inscrit dans le lignage, la matrice anthropologique de l'Afrique, c'est le lignage, c'est la famille, au sens large, c'est le village, dans lequel il y a un rapport qui se noue et qui est incontournable entre les aînés et les cadets, entre les hommes et les femmes. Ce rapport fondamental, cette matrice tend à exploser par l'individualisation de plus en plus forte des urbains et qui essayent d'échapper ou qui parviennent à s'échapper dans certaines circonstances à ces devoirs, à cette pression communautaire, à cette dette communautaire. Voilà. Le problème, c'est qu'en situation de crise, lorsque la situation est précaire, lorsqu'il y a une perte d'emploi, lorsqu'il y a une situation
sanitaire qui est défavorable. Il faut recréer du lien. Et la ville africaine a cette capacité tout à fait extraordinaire à inventer de nouveaux liens sociaux, organisés autour du quartier, autour des classes d'âge, autour d'associations de femmes, pour créer de la cohésion là où l'État est complètement défaillant, parce qu'il n'y a aucun système de protection sociale, et pour résoudre un certain nombre de problèmes urbains, allant jusqu'à des activités de jeunes en faveur du ramassage des ordures ménagères tous les samedis, ou toutes sortes d'activités de ce type. C'est tout à fait extraordinaire et tout à fait passionnant d'observer et d'analyser cette dynamique de nouvelles solidarités. Mais il y a aussi son pendant, c'est que... Alors je ne citerai pas Karl Marx sur sa fameuse réflexion sur la religion, je citerai plus simplement Bossuet, qui, dans un de ses prêches, disait que les grands désordres poussent à des grandes dévotions. La recherche de ces liens de solidarité dans des situations de ville et de grande précarité passe aussi par l'adhésion très souvent à des églises du réveil, qui vous offrent pour une certaine somme d'argent dans certains cas une absolution immédiate, et qui mais recrée du lien social dans cette activité religieuse, cette activité spirituelle. C'est aussi, là je pourrais en parler longuement, ces églises du réveil, mais c'est aussi dans les pays islamistes, musulmans, c'est aussi la vocation de l'islam, sa vocation sociale qui trouve à se développer dans un certain nombre de quartiers, des villes, donc à forte population musulmane, là où l'État n'est pas. L'islam vient avec un certain nombre une capacité à pouvoir assurer un certain nombre de services, je pense en particulier à l'éducation, bien évidemment en contrepartie d'une rigueur et d'une adhésion aux valeurs de l'islam. Enfin, dernière remarque sur la ville, qui va un peu à contre-courant des analyses habituelles, pas celle des géographes, mais celle des économistes en tout cas, dont je fais partie. Traditionnellement, on avait tendance à opposer la ville et la campagne, l'urbain et le rural. Je pense que cette approche aujourd'hui a complètement explosé. J'en veux pour preuve un certain nombre de travaux, en particulier ceux du CIRAD. Pour ceux qui ont eu le bonheur d'assister à la conférence sur le lac Tchad, elle a été faite par un des auteurs d'un atlas tout à fait intéressant, qui montre bien cette continuité de la ville africaine avec son arrière-pays rural, au travers, avec comme passage obligé, bien sûr, les villes secondaires. Une dimension très très importante dans le fait urbain africain, c'est le rôle des villes secondaires. Et donc on a une armature, c'est très spectaculaire sur un certain nombre de cartes. De Bamako à Mopti, vous avez un continuum urbain et qui raccroche la campagne traditionnelle. Ce continuum permet l'alimentation des villes, notamment l'alimentation en produits alimentaires. Donc aujourd'hui, la ville africaine, et il faut prendre ça comme une donnée, est raccordée à la campagne de manière très importante. Mais mieux encore, l'agriculture est dans la ville. Alors, je pourrais vous donner longuement des chiffres, mais l'agriculture périurbaine, voire urbaine, envahit toutes les villes africaines. C'est très, très impressionnant de constater qu'avant la saison des pluies dans un pays sahélien, ou toute l'année dans un pays d'Afrique centrale, l'agriculture est installée sur le moindre terrain vague, dans l'arrière-cour des maisons, sur des terrains à bâtir, mais qui tardent à être édifiés, dans les fossés, parfois sur les trottoirs. Donc il y a une activité extrêmement dynamique et qui remplit des fonctions très très importantes dans l'alimentation de la population, pas seulement en légumes et en produits maraîchers, mais également en viande et en poisson. C'est très important et qui bouleverse là aussi complètement l'idée qu'on se fait, la ville consomme des produits alimentaires qui viennent de la campagne. C'est faux. La ville produit, c'est une partie de ses besoins
de ces produits destinés à satisfaire ces besoins de consommation. Voilà, donc on a un paysage extrêmement confus en apparence, vu de l'extérieur, de la ville africaine, mais d'une richesse et d'une profusion tout à fait extraordinaire. Alors c'est dans ce paysage que les classes moyennes... Alors juste peut-être quelques chiffres avant de passer aux classes moyennes. Alors c'est un raisonnement, si rien n'est fait, c'est un raisonnement que les économistes aiment bien faire. D'ici 2050, la population urbaine va tripler et 70% des urbains vivront dans les bidonvilles si rien n'est fait. Okay. L'autre remarque qui est assez intéressante, on compare souvent la ville de Noyon en France avec la ville de Ouagadougou. Le budget est le même, le budget de la ville, sauf que la ville de Noyon fait 15 000 habitants et la ville de Ouagadougou 1,5 million d'habitants. Là, vous avez d'autres comparaisons. Le budget de la ville de Paris, par habitant et par an, est de 3 600 €. Celui de Dakar est de 40, celui de Lomé de 9, celui de Kinshasa 30. Le budget de Rodez est 2 fois plus important que le budget de Ouagadougou. Le problème des urbanistes, comme des décideurs, comme des élus, comme des aménagistes, est celui de la ressource financière. Sur quelle ressources peut-on aménager la ville, sachant que l'État central respecte pratiquement jamais ses engagements budgétaires. Il est inscrit même dans certaines constitutions, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Dans la constitution congolaise, il y a une dotation budgétaire qui est inscrite formellement, de l'ordre de 40%. Ça n'a jamais été respecté, donc il faut bien que les villes trouvent des ressources. Et actuellement, les fiscalités ne sont pas telles qu'elles puissent assurer la couverture de l'ensemble des besoins nés des situations que je viens d'évoquer. Pour ceux que ça intéresserait, toute la réflexion que nous menons actuellement porte principalement sur la fiscalité foncière. Il s'agit de taxer là où ça ne bouge pas pour être sûr d'avoir une emprise très forte. Maintenant, venons aux classes moyennes. Les classes moyennes, c'est une vieille idée. C'est une vieille idée que de dire le développement égale la promotion et l'émergence des classes moyennes. C'est une vieille idée parce que déjà on l'a déclinée dans les années 50 à propos de l'Amérique latine. Toute la théorie économique latino-américaine repose fondamentalement sur cette idée, avec une certaine justesse d'ailleurs, puisque les références étaient l'Argentine, étaient le Brésil, le Chili principalement, un peu le Mexique. Et on nous enseignait à l'université, dans les cours d'économie de développement, nos professeurs avaient très souvent une inclinaison fortement latino-américaine, voire ils étaient eux-mêmes latino-américains, je pense à Celso Furtado. On nous enseignait toujours cette équation classe moyenne développement. Alors ce qu'on peut observer dans le cas africain, c'est que cette idée revient très fortement, vous l'entendez à peu près partout. C'est la Banque africaine de développement qui, à la première avec un certain nombre d'outils, a défendu cette thèse de la promotion, l'émergence d'une classe moyenne africaine. Je vous dis tout de suite que les chiffres sont extrêmement fluctuants. On ne sait pas si la classe moyenne ou les classes moyennes, c'est 100 millions de personnes aujourd'hui, sur à peu près 1 milliard d'Africains subsahariens, ou si c'est 300 ou 350 millions. Vous voyez, en fait, cette difficulté vient de la difficulté de définir exactement ce qu'on entend par la classe moyenne. Alors, les travaux pilotes de la Banque africaine de développement, qui remontent à 2010-2011, sont représentés dans ces graphiques. Vous avez en jaune, sur les 2 colonnes de gauche, vous avez les pauvres. Et pauvres, toute personne qui a moins de $2 par jour. Ça correspond d'ailleurs aux critères actuels de la Banque mondiale en matière d'extrême pauvreté, puisque vous savez que la Banque mondiale a adopté un nouveau critère qui est 1,9
dollars par jour pour définir l'extrême pauvreté. Vous avez ensuite une première catégorie de membres de la classe moyenne, qui sont ceux qui sont à peine sortis de l'extrême pauvreté, qui sont donc la partie basse de la classe moyenne, qu'on appelle les flottants, qui sont à peine sortis du lot et qui sont plus ou moins menacés d'y retomber si jamais il y a un aléa péjoratif du genre perte d'emploi ou maladie. Donc c'est une situation très difficile. Vous avez ensuite un deuxième groupe, la classe moyenne inférieure, entre 4 et 10 dollars. Alors c'est le groupe qui serait entré dans ce que les Chinois appellent la petite prospérité. C'est-à-dire que vous disposez de revenus une fois payés vos dépenses d'alimentation, vous avez une petite marge de manœuvre en termes de pouvoir d'achat qui vous permet d'accéder à d'autres biens. Et puis enfin, vous avez une classe moyenne supérieure de 10 à 20 dollars par jour. Et au-delà, les riches, bien évidemment, les nouveaux riches, les Black Diamonds africains, les Oil Blocks nigériens, ce qu'on appelle à Kinshasa les en haut d'en haut, qui appartiennent évidemment à une autre catégorie, ceux dont le mode de vie est incarné par les 4 V, la voiture, la villa, le voyage et les virements bancaires. Donc nous, on est dans la catégorie intermédiaire, là. Vous voyez qu'en pourcentage de la population totale, on était encore dans un état où la pauvreté dominait, pour 61% de la population, 21% à peine sortis de la pauvreté, 9 dans la petite prospérité, 5 dans la partie haute. Et en pourcentage de revenus, vous avez sur le bâton d'à côté les mêmes données. Alors, ces chiffres sont contestables, ont été contestés. On l'a vu tout à l'heure dans un exposé sur le cyberespace par d'autres statistiques de McKinsey. J'ai sous les yeux les données d'une étude faite par la Standard Bank, qui est une banque sud-africaine, sur 11 pays africains. Ils prennent des critères légèrement différents. Pour ces 11 pays africains, c'est à peu près la moitié de la population africaine. Ils sont à 40 millions. Vous voyez, on a des chiffres extrêmement fluctuants. Mais au-delà des revenus, au-delà de l'effectif, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est l'histoire de ces classes moyennes. Oui, peut-être il faudrait que je dise que parmi les travaux français sur les classes moyennes africaines, les plus importants, les plus significatifs sont ceux du laboratoire dont on a parlé tout à l'heure, le LAM de Bordeaux. D'ailleurs, le LAM a sorti l'année dernière un livre sur les classes moyennes africaines. Dominique Darbon et Komi Toulabor et leur équipe. Et j'ai eu le bonheur de publier pour Afrique contemporaine il y a 3 ans un numéro spécial avec les travaux, en partie avec les travaux de l'équipe du LAM. Et ils conduisent des enquêtes très fines sur un certain nombre de villes, voire de quartiers de villes, pour mieux appréhender ce qu'il y a derrière ces chiffres qui nous renseignent qu'à moitié. Alors on va au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, pour étudier ces classes moyennes et voir comment elles sont apparues du fait de la redistribution de la rente pétrolière, qui est la principale ressource du Nigeria, mais également avec l'expansion du secteur privé dans un certain nombre de secteurs, la banque, les télécoms, les services, et qui ont permis à un certain nombre de Nigérians de sortir de la pauvreté. Le Ghana également. La classe moyenne est très liée à la diaspora dans le cas du Ghana. Près de 15% des Ghanéens vivent à l'étranger. Et lorsqu'ils reviennent au pays, ce qui est un phénomène très important depuis une dizaine d'années, ils sont des éléments constitutifs de cette nouvelle classe moyenne, de par leur implication dans le secteur économique, leur mode de consommation, etc. Évidemment, le cas le plus spectaculaire, c'est l'Afrique du Sud,
où après l'abolition de l'apartheid, après 1994, et avec le lancement du Black Economic Empowerment, est arrivée une nouvelle génération, et on estime que 10% de la communauté noire a pu bénéficier depuis 1994 de cette promotion, de cette discrimination positive pour rentrer dans cette catégorie des classes moyennes. Je vous donnerai quelques portraits tout à l'heure de cette nouvelle classe qui adopte très largement des modes de consommation identiques à celles de la communauté, celle de la communauté blanche. Ce qui est intéressant dans le cas sud-africain, on nous a distribué d'ailleurs un excellent ouvrage là, sur l'Afrique du Sud, qui est en vente à la librairie, et qui montre assez bien comment la société sud-africaine reproduit des pauvres. Et quand ce n'est pas au sein de la population sud-africaine, elle reproduit des pauvres sur les populations migrantes, qu'elles soient soudanaises, congolaises, zimbabwéennes, mozambicaines par exemple. Et il y a en permanence un effet de reproduction d'un lumpen prolétarien qui, comme vous le savez, peut être victime aussi de violences intercommunautaires. Alors, les projections qui sont faites sur la classe moyenne, c'est un travail tout à fait extraordinaire de la Banque africaine de développement. On parlait, le premier exposé hier était un exposé sur la planification, même pas abordé les questions de prospective, mais il y a un certain nombre de travaux de prospective. Il y en a un très important de l'Union africaine, c'est une prospective 2063, une prospective à 50 ans. Et il y a une prospective de la Banque africaine de développement à 2050. Et voilà ce que ça vous... Et même jusqu'à 2060. Et vous voyez que dans cette prospective, on voit la population classe moyenne croître de manière très très importante. C'est la colonne verte. Okay. Donc on serait vers une tendance quasiment irrésistible de sortie de la pauvreté, puisqu'il y a une baisse consécutive de la pauvreté dans ce type de schéma. Alors, lorsqu'on essaye d'aller un peu plus loin, on fait des enquêtes de terrain et on rencontre ceux qui sont censés appartenir à la classe moyenne et on essaye de faire un portrait de famille, de savoir ce qu'ils consomment, comment ils habitent, le nombre d'enfants qu'ils ont. Et ça donne un résultat, alors peut-être que ce n'est pas très facile à lire, mais qui est celui-là. Alors ça, c'est une enquête qui a été faite par une entreprise française, enfin qui était à l'époque française, qui vient d'être achetée, qui est la CFAO, un ancien comptoir colonial, qui s'intéresse beaucoup aux évolutions en matière de consommation, et avec comme société d'enquête Ipsos. En gros, le profil, c'est que la classe moyenne a un bon niveau d'éducation, à 70% un niveau d'études supérieures. Ce sont des fonctionnaires, des salariés. Ils ont un nombre d'enfants limité. Hein, je rappelle que l'indice de fécondité en Afrique est de 5,1. Le virgule 1 est toujours un petit peu gênant lorsqu'on parle d'individus. Dans la classe moyenne telle qu'elle est repérée, la moyenne d'enfants est au maximum de 3. Ils sont engagés dans la vie communautaire et religieuse. Ils ont un équipement personnel en électronique, grand public, téléviseur, réfrigérateur. Ils ont tous au moins un appareil téléphonique, un téléphone mobile et un ordinateur. La moitié possède une voiture, etc., etc. Donc il y a un portrait type. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils gèrent leurs dépenses de consommation. En général, ils ont une gestion très rigoureuse de leurs dépenses de consommation. Ils cherchent à faire des achats en gros, à mutualiser leurs achats. Ils ont un niveau de bancarisation de l'ordre de 90%. Et surtout, ils investissent beaucoup dans l'avenir, l'habitat et l'éducation. L'éducation des enfants est une dépense très très importante. Donc il y a une projection, si vous voulez, dans l'avenir de cette classe moyenne. Alors, 3 choses qui me paraissent importantes.
Cette classe moyenne, si elle existe, il y a quelques jeux de mots. On parle de middle class, on parle aussi de muddle class. Je ne vous ferai pas l'injure de vous traduire ce que veut dire muddle, confus, classe confuse, une espèce de melting pot de comportement. On essaye de cerner par ces enquêtes de manière un petit peu plus précise cette classe moyenne. Malgré tout, elle est assez difficile à... 5 minutes. Elle est assez difficile à percevoir. Ce qui est important, c'est de constater qu'elle vit entre deux. Elle est entre les pauvres et les riches. Et ce qui suscite toute une série de comportements. D'abord, des comportements d'éviction. Cherche un habitat individuel en dehors des quartiers précaires que j'évoquais ou des quartiers pauvres. Ça, c'est très, très important. Il faut absolument se singulariser socialement par un autre habitat. Il y a des stratégies d'évitement aussi très intéressantes vis-à-vis de la famille d'origine. J'évoquais tout à l'heure les contraintes communautaires. Les contraintes communautaires qui persistent sur tout individu, eh bien, les éléments de la classe moyenne passent leur temps à négocier vis-à-vis de leur groupe d'origine, vis-à-vis du village, vis-à-vis des représentants de leur communauté, vis-à-vis de leur famille, une marge d'indépendance et à préserver contre les attaques dont ils pourraient faire l'objet sur leur revenu, sur leur habitat, sur leur entreprise, à négocier cette marge d'autonomie. Ça se fait d'ailleurs dans une situation extrêmement angoissante. Vous savez qu'on parle de transition épidémiologique liée à la vie en ville en Afrique, où les cancers seraient plus nombreux que dans nos sociétés occidentales. Les maladies cardiovasculaires seraient plus précoces que dans nos sociétés, 10 ans avant en moyenne. Et tout ceci est lié très largement au stress que vit l'urbain, membre de la classe moyenne. Donc il y a toute une réflexion intéressante sur comment se noue et se dénoue le lien social dans cette classe moyenne. Autre réflexion importante, intéressante et qui évidemment intéresse les grandes surfaces, c'est le potentiel en matière de croissance de la consommation. Vous avez là une statistique, sans la regarder en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez que la courbe est exponentielle sur les dépenses de consommation courante attendues. Ce qui explique d'ailleurs que, je prends une ville comme Accra, je suis arrivé en 2003 à Accra, il y a une célèbre place qui s'appelle Tete Kwarchi, qui mène vers Tema. J'ai quitté 3 ans après, la place avait complètement changé, inondée de grandes surfaces, notamment sud-africaines, qui accompagnent l'émergence de cette classe moyenne qui consomme, elle, pour le coup, de moins en moins des produits originaires de la campagne, mais de plus en plus des produits importés. Enfin, la dernière remarque, et je terminerai là-dessus, est-ce que cette classe moyenne est porteuse d'un projet politique progressiste, réformateur? Rien n'est moins sûr. En fait, on observe ce que certains appellent une apathie politique. C'est un positionnement assez conservateur. Ce qui préoccupe surtout la classe moyenne, c'est la stabilité politique, la sécurité. Et en gros, la classe moyenne, à part les jeunes de cette classe moyenne, mais c'est un comportement tout à fait différent, n'est certainement pas pour des changements un peu brutaux de régime. On est quelques-uns à évoquer ce qu'on appelle le paradoxe d'Olson, qu'on voit souvent en matière syndicale. Il y a des gens qui ne sont pas syndiqués parce qu'ils se disent ceux qui sont syndiqués vont faire le bon boulot, vont obtenir une augmentation de salaire, une amélioration des conditions de travail, je finirai par en profiter. On trouverait assez souvent ce type de comportement dans les classes moyennes qui se disent après tout, on ne va pas aller au casse-pipe, on ne va pas faire des manifestations, on ne risque pas de mettre en péril notre situation, mais si les choses changent dans le bon sens, on en profitera, on sera très content, et donc on appuie sans prendre de risque le changement. Voilà un certain nombre de réflexions. Je m'excuse peut-être du relatif désordre parce que la matière est encore une fois une matière assez confuse. On l'appréhende avec différentes entrées économiques, sociologiques, anthropologiques. Elle touche énormément de domaines, la ville, mais pas seulement.
Vous voyez qu'il y a une dimension sociale très importante. Elle nourrit des fantasmes. Tous les plans émergence dont on a parlé, les 12 plans émergence qui sont actuellement définis en Afrique, mis en place en Afrique, ont une composante classe moyenne. Et vous avez dans le discours politique, aujourd'hui, de la plupart des chefs d'État, en tout cas les plus jeunes, vous avez un discours sur la classe moyenne africaine et ce qu'on attend d'elle pour assurer le développement. Vous avez cette composante pratiquement dans tous les discours politiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, on va maintenant passer aux questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Il y a des staffeurs sur les côtés qui vont vous donner les micros. Donc, voilà. Si vous me demandez quel est le géographe que j'ai cité tout à l'heure, il s'appelle Roland Pourtier, il est juste devant moi. Oui, monsieur, j'aurais plusieurs petites questions. Oui, c'est moi. Oui. Pardon. Vous avez montré au début des courbes avec le PIB et l'augmentation de la population. Est-ce que dans le temps, cette économie, elle pourra soutenir une démographie aussi forte ? Est-ce qu'au niveau environnemental aussi, on pourra soutenir une démographie aussi forte, puisque tous ces gens qui naissent et qui arrivent, est-ce qu'on pourra avoir les moyens nécessaires pour construire des immeubles, etc. ? Vous avez parlé tout à l'heure aussi du mot informel que vous n'aimez pas. Est-ce que des moyens sont mis en place en Afrique pour soutenir justement cette économie informelle qui est apparemment bien plus importante que l'économie formelle en termes de nombre de personnes qui sont employées? Je pense par exemple au Nigeria, au marché de Oshodi, très connu, et dont les gens ont du mal par exemple à accéder au crédit. Est-ce que des moyens sont mis en place pour que cette économie informelle puisse peut-être devenir formelle avec le temps? Je crois que le problème au Nigeria, c'est que le taux d'intérêt est de 20%, ce qui est assez compliqué pour des gens d'avoir les moyens d'accéder à ce crédit pour acheter tel ou tel matériel. Donc, économie qui peut soutenir la croissance, la population, et aussi les moyens disponibles vis-à-vis d'une augmentation qui augmente sans cesse. Est-ce que le Nigeria, quand il n'y aura plus de pétrole, pourra soutenir une population qui continue de grandir? Voilà, merci. Oui, alors vous posez tous les problèmes du développement, là. C'est impossible de répondre comme ça. Simplement 3 choses. Les démographes parlent du dividende démographique. Ça veut dire quoi, en gros? C'est que l'Afrique serait rentrée dans une phase qu'a connue l'Asie dans les années 70, où le nombre d'actifs, le pourcentage d'actifs est plus important que le pourcentage de dépendants. Les dépendants étant les jeunes, les enfants, et puis les anciens. Donc mais mécaniquement, ce rapport est favorable, puisqu'il y a plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas, en gros, pour faire simple. Et ceci serait à l'origine, au moins pour moitié, au dynamisme des économies asiatiques dans les années 70-80. L'Afrique serait rentrée, lorsqu'on projette sa démographie, pour au moins 60 ans, voire peut-être 80 ans, dans cette situation potentiellement favorable. Évidemment, ça suppose que 2 conditions soient remplies pour que le dividende puisse se réaliser, de la formation, de l'éducation, des jeunes donc, en situation de pouvoir s'insérer dans une activité économique, et des opportunités d'emploi. C'est ça la grande question. La question environnementale, est-ce que l'Afrique peut supporter une croissance? Alors c'est une croissance horizontale, plutôt qu'une croissance verticale, la croissance des villes. C'est très, très spectaculaire dans les grandes mégapoles que j'ai évoquées tout à l'heure, Lagos ou Kinshasa, mais même les nouvelles villes qui se créent, Ouaga 2000, Libreville, etc. Il y a un certain nombre de nouvelles villes qui se créent, occupent un espace. Ceci étant, l'Afrique a encore un potentiel environnemental relativement significatif que n'ont plus nécessairement les sociétés asiatiques ou les sociétés européennes ou nord-américaines. Enfin, encore, faudrait regarder. Et donc,
là aussi, la gestion intelligente de l'espace est un enjeu, mais il y a des réponses possibles pour éviter le désastre que vous, légitimement, vous craignez. Bon, la promotion de l'informel, que je préfère appeler la petite économie marchande, passe par toute une série de mécanismes qu'on connaît. Malheureusement, les taux de crédit, les taux d'intérêt sur le crédit, le microcrédit, ne sont pas ceux que vous évoquez, ils sont parfois même nettement supérieurs. Vous avez très souvent des situations d'usure, mais ça tient au fait que les garanties en contrepartie ne sont pas toujours assurées, surtout lorsqu'on fait du crédit à des hommes. Vous savez que le seul bon microcrédit, c'est celui qui est fait au bénéfice des femmes, avec des taux de recouvrement qui sont supérieurs à 95%. Parce qu'elles en font un meilleur usage. Je ne fais aucune provocation vis-à-vis de la gente masculine, mais c'est un fait d'observation. Donc il y a toute une série de dispositifs là, qui sera un peu long à évoquer, mais ça passe par la reconnaissance d'abord des qualifications acquises par l'apprentissage, par de la formation professionnelle, par de l'organisation, par du financement, et par un peu de fiscalité, pour faire entrer l'informel dans le formel. Le plus souvent, on pense à la TVA, qui est certainement un des mécanismes les plus intelligents, pour peu que vous soyez en mesure de pouvoir récupérer votre TVA. Pourquoi la TVA? Parce que ça vous oblige à avoir un minimum de comptabilité, des flux de rentrée, des flux de sortie, et vous commencez à rentrer dans une logique, une rationalité économique. Ceci étant, il faut faire très attention, c'est pour ça que je n'aime pas formel, informel, parce que comme pour la ville et l'agriculture, il y a une continuité. L'informel se nourrit du formel et inversement. Vous pouvez très bien mettre en place une activité d'assainissement très intelligente dans une ville en ayant recours à des comités de quartier, à des petites entreprises dites informelles, non structurées, pour assurer toute une série de fonctions très importantes au bénéfice du secteur dit moderne. Donc il n'y a pas de segmentation, il y a un continuum. Il faut mieux raisonner en termes de filières pour voir quels peuvent être les acteurs pour chacune des activités, que ce soit l'approvisionnement en eau, que ce soit la question énergétique, l'assainissement, le transport. Le transport urbain est très largement informel. Il va depuis le mototaxi jusqu'au foula-foula, au matatou, au car rapide, toute une série d'options. Et si le soi-disant transport informel a envahi le terrain du transport public africain, c'est qu'il y avait une défaillance des systèmes habituels, des systèmes dits formels, étatiques, très largement. Donc oui, j'ai bon espoir qu'on puisse mobiliser cette potentialité tout à fait extraordinaire que représente l'activité, l'économie populaire urbaine en Afrique. Ceci étant, avec une capacité aussi de pouvoir absorber des nouvelles technologies. C'est évident, on l'a dit tellement de fois que ce n'est pas la peine de trop insister, mais tout ce qui est le numérique, appliqué à l'activité artisanale, appliqué à l'activité de transformation urbaine, appliqué à l'activité agricole urbaine, donne des résultats tout à fait spectaculaires en termes de croissance et en termes d'organisation. Bonsoir. J'avais une question concernant la production agricole. Vous avez évoqué l'agriculture et notamment la production urbaine. J'aimerais savoir, parce qu'il ne me semble pas que vous l'ayez dit, si on a une idée de la proportion, je suis ici, sur votre côté gauche, voilà. Si vous avez une idée de la proportion de cette production qui est effectivement réalisée en ville par rapport à la campagne. Et ensuite, de la façon dont vous en avez parlé, il m'a semblé que c'était principalement informel, précisément, et je voulais savoir s'il y avait beaucoup de projets, d'écoquartiers ou de choses un peu plus formalisées qui se mettaient en place en Afrique pour l'agriculture urbaine. Merci. Alors, sur les derniers chiffres de la FAO, 2016, 40% des ménages urbains d'Afrique subsaharienne auraient une activité agricole en ville. Personnellement, je trouve les chiffres un peu excessifs. Mais enfin, ça vous donne quand même, c'est quand même révélateur de l'ampleur du phénomène. Alors, il y a quelques urbains qui ont un petit carré dans leur jardin et qui font un petit peu de maraîchage.
Ils sont peut-être comptabilisés parmi ces 40%. Mais enfin, c'est quand même pour vous dire qu'il y a des phénomènes, c'est un phénomène très important. À Dar es Salaam, 90% de la demande en légumes est assurée par l'agriculture urbaine. À Kampala, 70% de la demande en viande de volaille et en œufs est satisfaite par l'agriculture de la ville. Vous voyez, donc c'est quand même, pour certaines activités, alors ce n'est pas la même chose pour les céréales. Vous ne pouvez pas avoir une production de maïs, de riz ou de blé très importante sur des superficies relativement étroites, encore que. Mais sur tout ce qui est légumes, poissons et viande, l'aquaculture connaît un développement très très important en ville. Donc vous voyez, la ville nourrit la ville, incontestablement. Oui, merci. Je voulais vous poser la question de la propriété foncière, parce que vous nous parlez de la croissance urbaine, des classes moyennes. J'aimerais savoir dans quelle mesure elles peuvent acquérir tout à fait légalement les terrains sur lesquels elles bâtissent, ou ce qu'il en est de la propriété foncière en règle générale. Alors, c'est un problème considérable. Considérez qu'en Afrique, plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas une parcelle de terre qui n'est pas une propriété. Mais cette propriété n'est pas symbolisée par un titre formel de propriété. Ça peut être la propriété des ancêtres, ça peut être une propriété à une communauté religieuse, ça peut être... il n'y a pas probablement un hectare sur l'ensemble du sous-continent de l'Afrique subsaharienne qui n'est pas quelque part une propriété, voire plusieurs, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes. Le problème, c'est de l'enregistrement de cette propriété. Je laisse ce sujet de côté. Venons-en à la ville. C'est la même chose en ville. Et la plupart des occupants de la ville, y compris les propriétaires de leur propre logement, ne sont pas nécessairement propriétaires du foncier. Le cadastre est un enjeu tout à fait considérable. Alors, on conduit un certain nombre d'opérations intéressantes pour régulariser les situations. Par exemple, moi j'ai conduit des opérations d'adressage. Ça paraît quelque chose de tout à fait bizarre, de l'adressage de la ville de Yaoundé et de la ville de Douala. Se mettre d'accord pour trouver le nom d'une rue en interrogeant les différentes communautés, c'est très compliqué. Mais déjà de donner un numéro à la maison, c'est une forme de cadastre et c'est une certaine manière d'entériner ce qu'on appellerait en droit, c'est une prescription acquisitive. C'est-à-dire que la personne qui est là, bon, on peut penser que c'est elle qui est propriétaire. Si elle ne l'est pas, bon, on peut amener à trouver une solution adéquate pour enraciner, légitimer en quelque sorte cette situation. Mais c'est un véritable casse-tête. Surtout que vous avez très souvent des chevauchements de propriété. Il y a plusieurs personnes qui revendiquent la même propriété du terrain au prétexte que c'était leur aïeul ici ou là, et donc ça rend les choses très très difficiles. Mais on travaille sur des solutions de régularisation, de sécurisation foncière qui ne passent pas nécessairement par le titrement. Dès lors qu'il y a un consensus de suffisamment de gens pour dire cette personne est effectivement légitimement installée là, on fait très attention avec le titrement. Il y a des gens qui préconisent. Les notaires français font des missions en Afrique pour préconiser le titrement simplifié, mais le titrement. Et la raison est simple, c'est que si vous avez un titre foncier, vous pouvez emprunter. Donc vous pouvez améliorer votre habitat. Si vous n'avez pas de titre foncier, vous ne pouvez pas habiter. C'est une démarche qu'on retrouve également à la Banque mondiale, très fortement portée par la Banque mondiale en matière foncière. Il faut titrer absolument. Mais ce n'est pas toujours facile quand vous travaillez dans des quartiers précaires, par exemple, ou peu formalisés. Classe moyenne n'intéresse personne. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, j'ai une question. Malgré les faibles budgets, existe-t-il une organisation politique de la ville? Comment fonctionne-t-elle et quelle est l'influence de la classe moyenne sur cette organisation politique? Écoutez, je pense que je vais tenter d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse. La maîtrise, alors, tout dépend du niveau de décentralisation dans chacun des pays, c'est-à-dire des attributions qui sont données à des élus locaux qui tirent leur légitimité de l'État et qui tirent leur légitimité de l'élection dont ils sont le produit, d'une certaine manière. Tout dépend aussi de l'autonomie fiscale dont bénéficie la commune, la ville. En général, je l'ai dit tout à l'heure, la fiscalité est très pauvre, elle se résume à des taxes sur les abattoirs, sur les marchés, un certain nombre sur les cafés, mais c'est une ressource qui est assez souvent faible en montant, assez fluctuante, et incontestablement, il y a nécessité de renforcer. Bon. Certaines communes sont arrivées à avoir une capacité d'emprunt, ce qui change évidemment la donne. Bon, bien évidemment, des grandes villes ont cette capacité, dès lors qu'elles arrivent à démontrer qu'elles ont un mode de gouvernance très important. Toute la réflexion qui se conduit actuellement, et je vous signale que Habitat 3, la grande conférence internationale qui se tient tous les 20 ans, va se tenir à Quito au mois d'octobre prochain. Toute la réflexion qu'on conduit dans le cadre de la préparation d'Habitat 3 porte sur ce qu'on appelle la citoyenneté urbaine. Ça renvoie à un vieux concept, enfin pas si vieux que ça, parce que Lefebvre nous a quittés, un gros concept des urbanistes français sur le droit à la ville des années 60. C'est une revendication de citoyenneté, de participation, et on travaille beaucoup sur cette idée. Et dans le contexte africain, on a un certain nombre à travailler sur ce concept. On va tenir des journées de travail là-dessus à Dakar dans 15 jours, après beaucoup d'ateliers de terrain. On essaye de voir dans quelle mesure, sur toute une série d'activités urbaines, la rénovation urbaine, la résorption des bidonvilles, l'amélioration des conditions d'accès à l'eau et aux services essentiels, la mobilité urbaine, la mixité urbaine, enfin, tous ces concepts qui sont des concepts de politique de la ville puissent être appréhendés avec plus de participation des bénéficiaires, être à l'écoute des pauvres, des gens qui demandent d'avoir accès à l'eau, etc., pour essayer d'élargir la palette des solutions et ensuite les impliquer dans la bonne gestion. Par exemple, le recouvrement en matière d'eau, bon, c'est un vrai gros sujet. Hein. L'eau dans les bidonvilles, à Nairobi, coûte 10 fois plus cher que l'eau dans les beaux quartiers. Vous allez à Kibera, vous payez 10 fois plus cher votre eau que si vous allez à Mutaïga. Donc les solutions, c'est des bornes fontaines et assurer un autre modèle de gestion de l'eau au bénéfice de la population. Mais ça suppose de mettre en place un mécanisme de recouvrement des coûts. L'eau n'est pas gratuite, contrairement à ce que certains pensaient autrefois. L'eau, certes, tombe du ciel, mais il faut l'acheminer, il faut la traiter. Et donc ça a un coût. Vous avez d'autant plus votre modèle économique marche d'autant mieux que vous avez impliqué les populations en amont sur la définition du dispositif. Si vous avez un groupe de jeunes qui assure la sécurité du site pour éviter qu'on vous pique l'eau pour laver les voitures ou qu'on pollue le site, enfin, toutes sortes de choses de ce type. Et c'est ça, actuellement, les réflexions majeures, ça porte sur les modalités de participation et de gestion communautaire d'un certain nombre de besoins essentiels, de façon à pouvoir assurer la pérennité. Et ce qui est intéressant peut-être pour vous aussi, c'est que l'entreprise, au sens noble du terme, l'entreprise, c'est-à-dire la responsabilité d'un promoteur qui assure la pérennité et la qualité du service, a son rôle à jouer. On est dans un triangle, l'État qui régule, les bénéficiaires utilisateurs qui assurent le contrôle, la définition et le contrôle du service, et l'opérateur qui prend les risques, mais qui assure le recouvrement de ses coûts en facturant ses prestations. Donc on est de plus en plus sur un modèle de ce type pour assurer la grande partie des services de base essentiels. Il n'y a qu'un service qui est compliqué, c'est l'assainissement, parce qu'il n'y a pas de contrepartie immédiate. Sinon la beauté du site ou sa propreté, mais ce n'est pas quelque chose de facile à facturer.
contrairement à l'eau ou l'énergie, où il y a un service tout à fait tangible et appréciable. Donc, merci à vous tous d'être venus. Bonne continuation dans ce festival de géopolitique. Encore merci à Pierre Jacquemot d'être venu animer cette conférence. Demain, J'aime mon débat organise de 13h à 15h à la bibliothèque des activités donc, de débat donc avec Débattons-en. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Et bonne soirée à tous.